Le podcast de la CPTS Paris 8. Yvan Scriabine, tu es néphrologue. On a déjà fait 2 podcasts ensemble. On a parlé de la maladie rénale chronique. On a parlé de l'hypertension qui est très souvent liée à la maladie rénale chronique. Et aujourd'hui, on va parler de prévention. Alors pourquoi la prévention ? Parce qu'on sait que c'est une maladie quand même grave qui peut aboutir à de l'hémodialyse, et d'être dialysé, c'est pas rigolo, ou bien d'avoir une greffe rénale en dernier stade. Exactement. Alors, comment prévenir la maladie rénale chronique ? Alors, il y a la prévention, enfin, il y a 2 niveaux de prévention finalement. Il y a la prévention d'une maladie avant qu'elle arrive, donc on parle de prévention primaire. Et donc là, on va voir, il y a un certain nombre de choses à faire dans son quotidien, déjà, chacun à notre échelle. Et ensuite, il y a la prévention secondaire, dont on parlera après, par rapport à prévenir la maladie rénale chronique, en tout cas prévenir sa progression. Une fois qu'elle est déjà là. Ah d'accord. Ou tu veux dire que, par exemple, il y a des gens qui ont une hypertension qui n'ont pas encore de maladie rénale Exactement. chronique, c'est ça ? C'est exactement ça. Voilà. Donc en fait, ils ont des facteurs de risque qui sont exposés même dans l'environnement ou à certains médicaments ou à des choses qui sont à risque d'agresser le rein et donc de l'abîmer, de développer par la suite une maladie rénale chronique. Et c'est vraiment l'enjeu prioritaire pour tout le monde finalement d'éviter l'apparition de cette maladie. D'accord. Alors, parlons déjà de la primaire. Alors, en prévention primaire, globalement, il va falloir éviter tout ce qui peut donc agresser le rein, comme je disais. Alors, il y a un certain nombre de choses, comme déjà l'hypertension artérielle, hein, comme on disait. On peut avoir déjà une hypertension artérielle qui date d'il y a longtemps, qui peut être plus ou moins bien contrôlée, et lorsqu'elle est mal contrôlée, en tout cas pendant plusieurs années, peut s'associer à une maladie rénale chronique qui va progresser directement de façon proportionnée au contrôle de cette hypertension artérielle. Et donc, le fait d'avoir une tension artérielle contrôlée, avec éventuellement des médicaments, ça va déjà être à une première étape. Ensuite, s'il n'y a même pas d'hypertension artérielle, il y a plusieurs choses qui peuvent éventuellement agresser les reins. Donc bien sûr, il y a tout ce qui est au niveau de ce qui se passe après les reins, donc au niveau urinaire, au niveau urologique, donc les infections urinaires, notamment lorsqu'elles sont fréquentes, qu'elles se répètent, ça c'est bien sûr un obstacle qui peut se faire au niveau des reins, ou une simple inflammation. Et donc ça, lorsqu'il y a de nombreuses infections urinaires, il va falloir essayer de comprendre pourquoi, lutter contre et éviter que ça se reproduise. Et donc la première des mesures, ça va être des mesures d'hydratation, simplement, pour éviter que l'urine stagne au niveau de la vessie et que ce soit là que pullulent les bactéries et que se forme une cystite, voire une pyélonéphrite, donc une infection directement du rein. Et donc là, ça va être vraiment sur des mesures type boire beaucoup d'eau pour uriner fréquemment et ne pas laisser stagner ses urines. Ensuite, il y a aussi beaucoup de médicaments qui peuvent être toxiques au niveau des reins, alors même que c'est des médicaments qu'on peut se procurer directement sans même avoir d'ordonnance. Typiquement, c'est les anti-inflammatoires qu'on appelle non stéroïdiens. Et donc, c'est les médicaments type ibuprofène, kétoprofène, donc l'Advil, le Nurofen. Tous ces médicaments-là, alors à petite dose et ponctuellement chez les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale, de maladie rénale chronique, il n'y a pas forcément de problème si ça s'associe, encore une fois, à des mesures d'hydratation. Par contre, lorsqu'on en prend fréquemment et lorsqu'on en prend même sur des consommations ponctuelles, mais très peu, enfin trop fréquentes, très, très rapprochées les unes des autres, ça peut directement impacter la fonction des reins, puisque au niveau de la vascularisation du rein, peu importe le détail, mais ce médicament joue directement là-dessus. Et donc, lorsque c'est des patients qui ont des douleurs chroniques, on essaye quand même de réguler un petit peu ou de trouver d'autres mécanismes pour contrôler la douleur que des consommations d'anti-inflammatoires à répétition. Alors, sur les anti-inflammatoires, c'est extrêmement important. On a un choix. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments ? Est-ce que tous les anti-inflammatoires jouent sur le rein ? Ou il y a certains anti-inflammatoires qui ne jouent pas sur le rein et qu'on peut donner éventuellement en alternative ? Alors, dans les anti-inflammatoires, donc il y a, comme je disais, les non-stéroïdiens. Et donc là, c'est les médicaments ibuprofène, kétoprofène, donc ceux qui se finissent en ophène, finalement, à la fin du nom. Ceux-là, globalement, ils ont tous un effet un peu toxique. Ensuite, il y a les anti-inflammatoires qui sont dits stéroïdiens. Et donc là, c'est les corticostéroïdes, par exemple, donc la prednisone, prednisolone, ce genre de choses. Ça, par contre, ce n'est pas toxique au niveau rénal. Et donc, si certaines pathologies sont traitées de cette façon-là, ça peut être à privilégier largement. Ensuite, bien sûr, ça a d'autres effets secondaires, donc il va falloir un peu contrebalancer. Et ensuite, en termes de stratégie antalgique, il y a aussi d'autres médicaments, comme le paracétamol, qui, lui, n'a pas de risque rénal associé. D'accord. Par exemple, je pense à la colchicine, par exemple,
qu'on se met à utiliser de plus en plus fréquemment, nous, en cardiologie, même dans le cadre de la maladie athéromateuse, hein, parce qu'on sait que ça diminue les poussées. Là, il y a une action sur le rein ou non? La colchicine, directement, elle n'a pas de toxicité au niveau rénal. Par contre, elle a d'autres toxicités, notamment au niveau digestif. Elle peut provoquer des diarrhées et des épisodes de déshydratation parfois assez francs. Et ça, c'est de la déshydratation qui finalement va retentir sur le rein. Donc, de façon indirecte, oui, c'est possible. Mais D'accord. encore une fois, ça dépend vraiment de la dose et de la fréquence des prises. Bon, on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, la prévention de la maladie rénale, c'est déjà prévenir toutes les maladies qui peuvent entraîner une maladie rénale, Exactement. dont les toxiques éventuellement. Mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut conseiller à tout le monde euh, dans l'hygiène de vie, un peu ce qu'on fait nous en cardiologie depuis déjà bien longtemps, où on propose aux gens de faire du sport, de manger mieux, Et etc. en fait, on va avoir des mesures qui vont se recouper, puisque le cardiovasculaire est très associé à la maladie rénale chronique. Donc tout ce qui est vrai pour le côté cardiovasculaire le sera également pour l'insuffisance rénale, la maladie rénale. Et ensuite, bien sûr, il y a la prévention des pathologies urologiques, donc urinaires, que ce soit les infections. Il y a donc les mesures d'hydratation, vraiment, et le fait d'éviter d'associer des médicaments qui peuvent interagir entre eux et éventuellement avoir une toxicité à ce niveau-là. Alors ça, bien sûr, c'est ensuite à voir avec les médecins, votre médecin qui connaît bien votre traitement, pour prévenir ce genre d'interaction ou d'effets indésirables rénal. Donc, Yvan, dans la prévention primaire, on n'a pas du tout de maladie rénale encore. On a peut-être un facteur de risque de la maladie rénale parce que j'ai une hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour prévenir? Alors pour la prévenir, il y a toutes les mesures qu'on appelle hygiéno-diététiques, donc c'est vraiment le mode de vie des patients qui au quotidien peut avoir un impact sur la préservation de la fonction rénale à long terme. Et donc il y a des mesures d'hydratation, des mesures d'éviter les médicaments qui peuvent être toxiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens dont on a parlé. Il y a éviter de manger trop salé, donc on vise, comme on a dit, en dessous de 6 grammes de sel par jour. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est associé à d'autres maladies comme le tabac, où toute consommation de tabac est associée aussi à une progression de la maladie rénale chronique. Et donc, parce que ça induit bien sûr une hypertension artérielle, parce que ça abîme au niveau vasculaire, on va dire, mais aussi parce que ça induit un stress propre au niveau rénal et que ça peut fibroser l'organe, comme on dit, et donc augmenter la rapidité de la progression ou l'apparition simplement d'une maladie rénale chronique. D'ailleurs, le tabac, il joue pratiquement sur tout le long, non seulement sur le rein, mais ensuite sur la vessie. Oui, tout à fait. Ouais. En termes de pathologie inflammatoire et ensuite, bien sûr, à risque oncologique, donc tumoral, de tumeurs, de cancer urologique, bien sûr, tout va être impacté. Et donc même un cancer au niveau euh, qu'on appelle urothélial, donc c'est tout l'arbre urinaire, c'est tous les tuyaux qui découlent du rein, ça peut bien sûr ensuite impacter au niveau rénal. Donc, on a vu la prévention primaire, comme on a dit, mais la prévention secondaire, c'est-à-dire que c'est quoi la prévention secondaire? J'ai déjà une insuffisance rénale? Exactement. C'est lorsque l'insuffisance rénale elle est déjà connue, mais qu'on veut éviter qu'elle ne s'aggrave, puisqu'elle existe en plusieurs stades, hein, et donc plus c'est avancé, plus c'est sévère et associé à des complications. Bon, le but, ça va être de stopper la progression de cette maladie rénale chronique. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent être proposées, notamment une consommation de sel réduite. En général, on vise en dessous de 6 grammes par jour, parce que la consommation de sel est directement reliée au taux de protéines qu'on va retrouver dans les urines et au niveau de tension artérielle. Donc ça fait deux éléments qui sont déjà des facteurs pronostiques et qui sont associés à la progression de l'insuffisance rénale. Et donc c'est vraiment des choses qu'on va essayer de cibler directement. Et ensuite, lorsqu'il y a déjà des protéines dans les urines et qu'on veut au maximum minimiser ce taux, on va essayer d'avoir un régime donc en termes d'alimentation pour les patients au quotidien qui va être pauvre, en tout cas appauvri, pas forcément nul, mais en tout cas, on va éviter tout ce qui est protéines animales. Et donc ça, c'est directement lié au fait que lorsqu'il y a une consommation de protéines importante, il y a des déchets qui se forment dans le sang et qui sont parfois toxiques lorsqu'ils sont à des taux trop importants et qui peuvent Aggravé, en fait. aggraver les symptômes d'insuffisance rénale et être vraiment néfaste en termes de symptômes. Ça peut être simplement des nausées, des vomissements, ça peut être aussi une grande fatigue, ça peut être des symptômes type confusion ou
Vraiment des symptômes qui sont Et c'est parfois assez que sévères. les protéines animales? Alors, c'est les protéines animales, puisqu'en fait, c'est celles qui contiennent le plus d'azote. Et c'est l'azote, en fait, qui est directement lié à ces toxines, comme on dit. Et donc, on peut substituer les protéines à d'autres. Et alors, le problème de ça, c'est d'avoir quand même une alimentation qui soit quand même calorique. On ne va pas non plus dénutrir nos patients. Donc, l'objectif, c'est de substituer les protéines à d'autres éléments pour que en fait, la ration journalière en termes de calories soit quand même bonne. Suffisante. Exactement. D'accord. Il y a d'autres éléments à part la nutrition? Et ben après, en général, les patients qui ont déjà une maladie rénale chronique ont déjà plusieurs médicaments. Ces médicaments-là et les maladies qui vont avec, parfois on est amené à rajouter d'autres médicaments. Il faut savoir que certains médicaments peuvent être toxiques, pas forcément lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, mais qui le deviennent lorsque la maladie rénale chronique avance, lorsque le DFG s'abaisse. Et donc ça, parfois, ça demande soit simplement un avis néphrologique, ou voilà. Donc certains médicaments sont parfois, alors même qu'ils sont indiqués, à éviter dans ces situations-là. Et donc il faut absolument prévenir les toxicités de ces médicaments, soit en ne les introduisant pas, soit en les supprimant même de l'ordonnance, ou simplement en adaptant leur posologie. À partir de quel dosage de la créatinine il faut absolument voir un néphrologue? Alors, c'est une question qui n'est pas forcément facile, puisque globalement, on aimerait voir toutes les insuffisances rénales. Simplement, Dès les stades 1. alors les stades 1, globalement, c'est presque un peu ceux qu'il faut voir, parce que ça veut dire qu'ils ont un DFG qui est normal, donc ils ont un DFG qui va être supérieur à 90, mais ils ont soit une hématurie, donc du sang dans l'urine, soit une protéinurie ou une albuminurie. Et cela, globalement, c'est vraiment qu'il y a une maladie associée et c'est à ce stade-là qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment jouer sur la prévention de la progression de l'insuffisance rénale. Et ensuite, toutes les autres insuffisances rénales, alors, il y en a beaucoup sur lesquelles on va jouer sur la cause, donc ça va être le diabète, ça va être l'hypertension pour beaucoup d'entre elles, mais en néphrologie, pour avoir un suivi spécifique, il n'y a pas forcément de seuil à partir duquel. Ça dépend vraiment du contrôle des autres maladies qu'il peut y avoir associées. Mais je dirais qu'à partir d'un stade 3A de la maladie rénale chronique, là, ça devient important. Donc lorsque le DFG est en dessous de 60, il faut au moins voir un néphrologue une fois. Même s'il n'y a pas de suivi derrière, au moins ça c'est le néphrologue qui avisera s'il repropose une consultation de suivi ou pas. Et ensuite, dans tous les cas, absolument tous les cas, quand le DFG est en dessous de 30, donc là on parle de stade 4, là il faut vraiment un suivi spécifique néphrologique pour anticiper les autres choses. D'accord. J'ai une autre question. On a vu la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs dans les thérapeutiques non médicamenteuses? Je pense à l'activité physique. Est-ce qu'elle peut avoir un intérêt ou non? Alors l'activité physique, elle est évidemment associée aussi à un bénéfice au niveau de la préservation de la fonction rénale, avec des bénéfices qui sont plus à démontrer, de la même façon que pour toutes les autres maladies cardiovasculaires, et donc finalement on se rejoint largement là-dessus. D'accord. En fait, moi, je m'aperçois et je constate, parce que à la suite de tous ces podcasts que je fais, que toutes les maladies chroniques, en fait, on en revient aux mêmes choses, c'est-à-dire changer son style de vie, manger mieux, bouger mieux, Oui, tout à fait. Oui. et éviter et soigner tout de suite les petites maladies qui apparaissent quand Exactement. elles apparaissent. Alors, par exemple, pour l'insuffisance cardiaque, il y a des campagnes à la télévision, il y a des campagnes nationales qui sont proposées par l'assurance maladie. On n'entend pas beaucoup parler de prévention Non, pour le on rein, n'entend pas assez. mais pas assez. Ouais. On n'entend pas assez, alors que finalement, c'est quand même assez lourd, hein. Ensuite, lorsque ça progresse, hein, ça s'associe à beaucoup de médicaments, des consultations fréquentes, des complications éventuelles. Et donc, ça, il faut vraiment plus en parler et le dépister de façon large, puisque finalement, la prévention, ça passe aussi par le fait de savoir où on en est. Et donc, un dosage du taux de créatinine dans le sang, donc c'est juste un dosage, hein, c'est un truc très classique qui se fait n'importe où. Ça coûte pas grand-chose. Et donc ça, c'est à proposer je dirais, à tout le monde à partir de 50 ans. Comme ça, au moins, on sait où on en est. Alors, je ne sais pas si on peut mesurer la créatinine au bout du doigt, comme on peut mesurer la glycémie. Ça se fait, mais c'est pas encore assez réparti. Assez diffusé, en tout cas. D'accord. En tous les cas, c'est un beau message pour les CPTS pour qu'elles se prennent en charge cette maladie rénale chronique, Exactement. à la fois dans son dépistage Tout à fait. et puis une meilleure connaissance à la fois pour les
patients, c'est-à-dire le public et même les non-patients, les futurs patients, on pourrait dire, Ouais, tout à fait. mais aussi les professionnels de santé, quels qu'ils soient, quoi. Eh bien, Yvan, merci beaucoup. Merci à toi. C'était passionnant et on se reverra pour un autre podcast. Aucun souci.